Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. J'ai envie de dire, pour moi, un bon film porno, c'est un truc actuel. Enfin, tu vois, genre un peu marre des meufs toujours en porte-jartel, même si elles jouent le rôle d'une boulangère, vraiment caricaturé, où tout est tourné au cul. Ça me dérange un peu. Mes films sont absolument pas comme ça. Pour moi, un bon film, c'est la vraie vie, quoi. C'est la sexualité des uns et des autres, montrée telle qu'elle est. C'est pas des positions extravagantes pour qu'on voit tout. C'est qu'on me reproche des fois, on dit, t'as fait tout un film, il y a pas une seule sodomie, Émilie. Oui, bah écoute, ça ne s'y est pas prêté. Dans ce nouvel épisode des gens qui doutent, j'ai le plaisir de recevoir Lisa Del Sierra. Elle a été l'une des actrices phares du porno français, a été nommée au Hot d'Or, été demandée à l'international et a joué dans des centaines et des centaines de films X. Aujourd'hui, elle ne performe plus, mais elle produit et elle réalise. Elle est également coordinatrice d'intimité chez Dorsel et infirmière, mais surtout, elle est très chouette. On s'est rencontrés il y a quelques mois lors d'une interview d'Yvan 52 pour Proximus Pix et c'était tellement drôle et intéressant que j'avais très envie de la recevoir dans Les gens qui doutent pour parler de plein de choses, de ce que c'est, dans le fond, un bon film porno, du fait que sa carrière dans le X a parfois compliqué sa vie personnelle, de comédie pornographique, de ce que ça fait d'avoir moins de libido quand on travaille dans le X, de ce qu'il anime aujourd'hui dans son métier d'infirmière. Et attention, cet épisode contient le terme « gaucho de la branlette ». J'espère que ça vous plaira. C'est quoi ta vie en ce moment ? En ce moment, je viens de quitter la Belgique pour rentrer à Bordeaux. Ça arrive. Donc après une phase d'adaptation, franchement c'est cool, hein. On trouve le rythme, on est bien, je dors, tout le monde va bien. C'est chouette. Le podcast s'appelle Les gens qui doutent. Ouais. C'est quoi tes doutes à toi ? De faire bien, quoi. De faire assez, de manière générale. Que ce soit dans la sphère privée, tu sais, quand tu deviens maman, t'as toujours l'angoisse de faire de la merde comme tes parents, quoi. De passer à côté de trucs tellement flagrants qu'ils ont percuté 20 ans plus tard quand je leur ai dit, quand j'ai verbalisé clairement. Sinon là, à ce moment-là, j'étais quand même pas très heureuse, un peu mal dans ma peau. Donc j'ai ce besoin d'essayer d'être, comme je pense beaucoup de femmes quand elles deviennent maman, un peu parfaite, disponible, jamais fatiguée. En sachant que c'est pas possible. C'est absolument pas possible. Surtout moi, j'ai 2 enfants en bas âge, donc clairement, c'est un peu compliqué. Et dans la vie pro, toujours le doute de dire de la merde, quoi. Parce que, dire de la merde ? Ouais, parce que je fais surtout des prises de position. Moi, ma vie, c'est de défendre l'industrie pornographique en tant que métier, de défendre le fait que on fait les choses bien, qu'on veut protéger les enfants, que tout ça. Et c'est vrai que je suis face à des gens qui sont des intellectuels, qui ont des années d'études sur le sujet. Et moi, je n'ai que mon expérience d'actrice et de jeune entrepreneuse. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, je dois me retrouver en plateau ou des gens qui sont hyper militants, hyper habités, j'ai toujours un peu la frayeur de passer à côté, quoi. Ah, mais il y a ce truc de la théorie, t'as beau avoir les années que tu veux dans les pattes de théorie, ça vaudra jamais la pratique, ça vaudra jamais le fait de savoir vraiment quand t'as les mains dans le cambouis, quoi. Probablement. Mais ils sont très sûrs d'eux, hein. Ah oui, ça oui. T'arrives, t'as pas fait d'école de communication, t'as pas fait d'études politiques, t'as pas fait d'études sociologiques, juste tu sais que t'essayes de faire les choses bien, quoi, et que tu veux faire de mal à personne et que c'est sûrement possible qu'on s'entende au final et qu'on fasse les choses correctement sans léser les gens qui ont besoin de voir des films pour fantasmer, ceux qui ont choisi d'en faire leur job et qui sont hyper épanouis. Il y a un moyen qu'on fasse un petit compromis. Mais je suis toujours face à des gens très sûrs d'eux. Et le pire, c'est que j'avais peur de me retrouver face à des hommes qui me traiteraient un petit peu comme la petite jeune fille, reine de la sodomie, ça suffit. Mais en fait, c'est des femmes, quoi. C'est des femmes qui sont les plus dures, quoi. Et qui me déstabilisent énormément à chaque fois. Avec quoi comme argument ? Il y a pas longtemps, dans un rapport, des sénatrices et des présidentes d'associations ont qualifié les actrices de poupées gonflables incapables de consentir. Et c'est vrai que quand tu pars de... C'est très féministe comme propos, quand ça. tu pars de ce départ-là, tu te dis, ok, donc je suis clairement quantité négligeable. Comment je vais réussir à les atteindre et faire entendre mon propos, ma vie, mon vécu, mon bonheur et mon expérience qui est positive, quoi. C'est pas évident. C'est quand même très brutal. Et comment tu fais pour pas te démonter ? Parce que moi, si quelqu'un a l'air sûr de lui, je fais partie du principe qu'il a raison. Et je vais m'écraser d'une façon ou d'une autre. Comment on fait pour pas... J'ai pas le secret.
Je pense que, ouais, malgré moi, je tiens tête, hein, honnêtement, je me suis jamais... Ouais, je sais pas. Je dois être assez solide aussi dans mes arguments, peut-être, mine de rien. Mais à l'intérieur, moi, des fois, je me rends malade. Hein. Tu vois, mardi, je faisais un gros média. Je suis arrivée, j'étais vraiment pas bien, quoi. C'était l'angoisse. C'était l'angoisse de dire le truc qu'on va me reprocher pendant 15 ans, de faire la petite phrase mal interprétée. Et surtout, je veux pas qu'on me reproche de faire de l'incitation à la pornographie, parce que tout au contraire, c'est absolument pas une voie professionnelle à emprunter. C'est très compliqué, ça demande beaucoup de maturité, et c'est pas un choix Parcoursup classique, quoi, clairement. Et du coup, ouais, c'était l'angoisse, quoi. C'était vraiment l'angoisse. Je me suis dit, à quelle sauce je vais être mangée? J'ai oublié mon chemisier, je suis arrivée, j'étais au bout de ma life, c'était trop dur. Au final, visiblement, au final, j'ai assuré, mais c'était pas évident. Et toi, t'as l'impression que toi, dans ta carrière, il y a eu des moments où t'as manqué de maturité? Ah, mais toute ma carrière, j'ai manqué de maturité. Toute ma carrière d'actrice. Je pense que c'est quand j'ai arrêté de tourner que je me suis retrouvée face à la vraie vie, quoi. Moi, j'ai commencé à 18 ans, avec pour seul objectif de vivre correctement. C'est-à-dire que si j'avais commencé aujourd'hui, clairement, je serais millionnaire. Mais à l'époque, l'idée, c'était le truc de base, quoi. Pouvoir payer mon loyer, payer le resto de temps en temps... aller chez Ikea. Et encore, franchement, j'ai toujours vécu chichement, mais avec le sentiment d'avoir assez. Parce que je viens d'un milieu où si on a assez, on est bien, quoi. Et quand j'ai arrêté, et ben, en fait, j'ai découvert que fallait bosser, que j'avais aucune qualification, qu'on allait me faire payer très longtemps ce que j'avais fait dans ma vie, alors que pour moi, ça ne posait aucun problème. J'avais jamais vraiment sorti la tête de l'eau professionnellement. Moi, mes collègues de boulot, ils faisaient tous le même taf que moi, c'était très cool. Et mes amis m'avaient connue avant, donc ils se posaient pas de questions. Et là, soudainement, j'arrive dans la vraie vie professionnelle et on me fait comprendre que je suis pas valable. On me fait comprendre que je commence ma vie maintenant et que j'aurais mieux fait de faire des études. En gros, t'es qu'une merde, t'as tout raté, tu repars à zéro dans la vraie vie. Comme si tout ce que j'avais fait, en fait, était nié, n'existait pas, c'était bien les vacances, hop. Et vu que t'as aimé ta carrière d'actrice et puis que là, c'était très dur de faire autre chose, pourquoi t'es pas revenue dans le porno de manière durable? En fait, j'avais rencontré quelqu'un et ça s'est associé au sentiment d'avoir fait le tour. En fait, c'était soit je m'expatriais aux États-Unis pour de bon, soit j'arrêtais, quoi. Et j'ai rencontré quelqu'un à ce moment-là où je me posais la question de est-ce que je partirais pas vraiment? Et je me suis dit, bah non, tu vas rester et arrêter. C'était cool. Petite exclusivité intime pendant quelques années. Nouvelle vie. Quelqu'un qui m'a beaucoup encouragée, qui m'a beaucoup soutenue. Parce que moi, du coup, je venais d'acheter mon appart. À Bordeaux. À Bordeaux. Et je suis allée faire des ménages, quoi. Parce que je trouvais pas d'autres taf. Il n'était pas possible que j'aille bosser dans une supérette ou quoi, au contact des gens, parce que j'étais cramée, mais tout de suite, quoi. Les gens, je me rends pas compte de la notoriété. Les gens, ils te reconnaissent tout le temps? À l'époque, tout le temps. Ah ouais? Tout le temps. Et exclusivement pour les films. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens me reconnaissent, ils me regardent. Toi, dans le métro, tu vois, tu sais, quoi. Mais du fait que maintenant, il y a les prises de position, il y a un discours public, il y a les réseaux sociaux, il y a une distance qui s'est créée. Et puis, j'ai plus 25 ans. Tu vois, je vais avoir 40 ans. Je pense qu'il y a un petit côté, madame, j'aime beaucoup ce que vous faites. Alors qu'à l'époque, ils me connaissaient à poil, quoi. Ils n'ont aucune raison d'être polis, ils n'ont aucune raison de passer par 36 chemins. Ils m'ont vu à poil, pour eux, on est poteaux, quoi. Toutes les barrières, elles ont sauté. C'est « Ah là là, mais c'est toi, oh, je t'ai vu. Ah ouais, super, Pascal, le grand frère Pineur. » Cool. Yes. C'est le pire, c'est que c'est cette rêve qui revenait tout le temps, quoi. C'était horrible. C'était clairement pas mon meilleur film. C'est quoi pour toi ton meilleur film? Mon meilleur film en tant qu'actrice? Mangez-moi. Pourquoi? Parce que c'est un film scénarisé qui a marqué un tournant, parce que c'était mon premier rôle en France pour un grand réalisateur qui maintenant ne fait plus rien, mais qui pendant des années était quand même le Graal du réalisateur indépendant. C'était pas un réalisateur d'Orcel ou quoi, c'était un réalisateur indépendant qui était là depuis toujours. Et il m'a filé mon premier rôle. Et en fait, dans le film, au début, on me tue.
Et tout le reste du film, il cherche à savoir qui m'a tué en retraçant un peu ma vie. En plus, c'est ludique. Mais il était hyper bien ce film. Et j'aimais bien parce qu'il mélangeait les acteurs du cinéma traditionnel avec des acteurs de film X pour que les histoires tiennent la route et qu'il y ait beaucoup de personnages. Parce que sinon, on se retrouve à 8 à jouer mal la comédie. C'est un peu pourri. Et lui, il faisait un peu des mélanges. Il prenait une équipe technique du tradi aussi. Donc, les images sont belles et vraiment, c'était long. C'était genre 15 jours, 3 semaines de tournage avec lui. Ah ouais. Ouais, il se prenait vraiment la tête. Mais du coup, il est banqueroute, le pauvre. Oui. Mais ouais, je pense que Mangez-moi, ça a été le film qui m'a fait accéder au statut de star du X, quoi. Et pas juste, ah tiens, elle est dans tous les films, elle. C'est rare les acteurs X qui jouent bien. Oui, c'est rare. Pourquoi ? Parce que c'est de moins en moins rare, mais parce que pendant très longtemps, moi, au tout début de ma carrière, il y avait que des films avec des scénarios. Donc tout le monde devait jouer à peu près correctement. Il suffisait pas de savoir faire une belle scène et de mettre de l'intensité. Fallait aussi savoir apprendre son texte et le jouer à peu près correctement. Et avec l'arrivée d'Internet, du gonzo, tu sais, les scènes sans aucun dialogue et tout, un peu le tout venant de la bite a pu venir tourner des scènes, quoi. C'était beaucoup plus facile. Et là, on revient un peu à l'idée du scénarisé parce qu'ils se mettent à faire des TikTok, des réels, des machins, à faire des contenus pour leur propre page où ils ont bien compris qu'il faut donner un petit contexte s'ils veulent que ça marche. Et donc, on revient là depuis 2-3 ans à des acteurs et des actrices qui ont envie de jouer un petit peu, qui demandent des rôles qui leur ressemblent pas trop, parce qu'ils ont envie de faire des scènes qui sont pas forcément proches de leur sexualité, ou ils ont envie de jouer des rôles qui sont pas eux. Tu vois, quand je dis à Anita Rover, tu vas faire... j'en sais rien, la fille un peu folle dingue, elle me dit ah cool, parce que c'est une fille un peu folle dingue. Quand je lui ai dit tu vas faire la maîtresse hyper chiante qui va absolument qui se sépare et tout ça, et vraiment tu vas être insistante, pas drôle, elle a trouvé ça chouette à faire, quoi, et elle me l'a bien fait en plus. Mais pendant très longtemps ouais, non, ça n'avait plus vraiment d'importance de savoir dire 3 mots. Du coup on avait perdu ce côté cinéma de genre qu'on avait pourtant. Comment t'as commencé, toi ? Eh ben, j'ai commencé sur un tournage d'Orcel. J'avais fait des photos pour Hot Vidéo parce que j'avais rencontré un acteur et une actrice à Bordeaux dans les soirées, tout ça. Et ils avaient fait des photos de moi. C'était mon premier trio avec eux. C'était cool. Et ils ont fait des photos de moi qu'ils ont envoyé à un magazine qui est venu faire un sujet sur moi alors que j'avais pas du tout envisagé de tourner ni rien. Je connaissais rien, j'avais jamais vu un film. Je connaissais juste... J'ai jamais vu de porno. Non, juste le nom Clara Morgan, parce qu'à l'époque tout le monde connaissait Clara Morgan, mais j'avais jamais regardé. C'est la dame des calendriers. C'est ça, c'est la dame pour les camionneurs. Et donc je connaissais absolument rien. Et quand le magazine Hot Vidéo est sorti, il y a Marie-Laurence de Rochefort, directrice de casting chez Dorcel, qui m'a contactée en me disant « Oh, tu voudrais pas tourner une scène ?» J'ai dit bon, « Pourquoi pas ?» Il faisait un gros film, genre tous les ans ils font un gros film, et ils me mettaient une petite scène dans une partouze, j'étais dans mon coin, on va pas trop t'en demander. Et j'ai commencé comme ça, en fait, j'ai débarqué, salut, c'est moi. On m'a laissé choisir mon partenaire, parce que comme c'était une scène avec plein de couples, j'avais le choix. Donc j'ai choisi un acteur. Alors, pour la petite histoire, j'ai demandé aux actrices de me conseiller. Et donc, il m'avait mis tous les mecs sur une terrasse et on était à l'intérieur. Déjà, c'est quoi les critères ? Eh ben alors, les critères, moi, à l'époque, je me suis dit que j'allais essayer d'avoir un mec beau. Et en fait, elles m'ont dit, lui, il a qu'une couille. Et je l'ai pris direct. Je voulais trop voir ça. Et du coup, j'ai commencé avec Titoff, ma première scène, parce que je trouvais ça hyper fun, un mec qui n'a qu'une burne, quoi. Et au final, ça changeait pas grand-chose, mais ça m'avait interpellée. Ok. Voilà, donc je l'avais choisi lui. Après, les filles m'ont dit, lui, il a une hygiène pas très parfaite. Lui, il a tendance à pas être forcément trop à l'écoute. Avec lui, tu feras une scène magnifique, tu seras trop belle, mais tu vas sûrement pas jouir. Voilà. Et j'avais choisi Monocouille parce que j'avais trouvé ça fun. Et quelle image t'avais du porno ? J'ai lu que quand t'as commencé, tu disais, mais qui regarde ça ? Ouais. Pourquoi ? Parce que j'en avais jamais vu. Je savais pas dans quel contexte on regardait ça, quelle était la démarche de se rendre à l'époque dans un sex shop pour acheter son DVD ou le samedi devant Canal. Moi, j'avais pas ça. Après, j'avais pas de domicile fixe. Je squattais chez les copines, les copains. J'allais beaucoup en Technival. Je travaillais dans les bars. J'avais pas une vie qui était... Ma sexualité n'était pas un aspect de ma vie très important. J'avais pas vraiment de partenaire. Je me sentais pas particulièrement désirable ni désirée. Enfin, c'était pas important, quoi. Moi, mon truc, c'était de faire la fête, gagner un peu de sous pour être tranquille et voilà, quoi. Aller voir la mer si je peux.
Et quand j'ai commencé, j'associais même pas ça du tout à de la sexualité. C'est du spectacle. Ouais. Pour toi, t'avais en tête que les femmes, elles jouissaient aussi, ou est-ce que pour toi, c'était juste un peu très masculin comme truc, elles y prenaient pas de plaisir? C'était quoi ton... Mais en fait, comme j'en avais jamais vu, je m'attendais pas à avoir un orgasme, mais en même temps, à 18 ans, j'en avais jamais eu non plus. En tout cas, avec un partenaire. Moi seule, oui, mais sans avoir forcément associé ça à du sexe et à un orgasme. Parce que je suis une génération un peu biberonnée à jeune et jolie, et donc l'orgasme, c'est un truc que l'homme te donne. Donc ce que je me faisais moi toute seule, c'était probablement pas un orgasme. Et donc j'avais une vie sexuelle qui était pas du tout construite, qui était loin d'être aboutie. Et je pense que c'est grâce à la pornographie, même si pendant les premières années, l'objectif c'était de faire des belles scènes, que le réalisateur soit content. J'avais pas l'impression vraiment de donner mon intimité, de partager quelque chose de spécial avec l'acteur. Ça, c'est venu plus tard, sur des périodes de célibat où clairement, sur les tournages, je profitais des acteurs et des actrices comme personne. Voilà, ça m'a permis de consommer de tout et dans de bonnes conditions et d'apprendre plein de trucs que j'aurais sûrement jamais fait dans la vie privée. Le point de départ était pas du tout sexuel. C'était une expérience, rencontrer des gens, certes gagner un peu de thunes, mais à l'époque c'était même pas le principal de mes revenus, puisque sur les 2 premières années j'ai dû tourner 5 ou 6 films. C'était pas, il y avait pas d'objectif particulier, quoi. Et quand j'ai voulu en faire mon job, l'objectif était de rendre le réalisateur heureux, que l'acteur n'aille pas dire que j'étais une partenaire relou ou quoi ou qu'est-ce. Enfin, être pro, quoi. Ça a tout de suite été un truc très pro. Et c'est ensuite, plus tard, que c'est devenu un truc dans lequel je me suis éclatée plus personnellement. Quand et comment est-ce que tu as compris que tu étais un objet de désir, que tu pouvais, si tu t'étais jamais senti désirée avant, t'as dû péter un câble quand t'as compris ce que tu pouvais provoquer chez les gens? Je l'ai compris vachement plus tard. Ah ouais? Ah oui. Beaucoup plus tard. Il y avait des indices, hein. Mais même quand j'étais actrice, il y avait toujours une actrice plus connue, plus belle, plus grande, plus célèbre, qui faisait des performances, je sais pas, mieux que les miennes. En tout cas, on allait toutes le week-end dans le salon érotique signer des autographes. Et clairement, j'étais pas la plus attendue. Hein, jamais. Et pourtant, je travaillais dur, hein, je tournais pas mal et tout. Je pense qu'il a fallu attendre les États-Unis, où aux États-Unis, les acteurs voulaient tourner avec moi. Là, je me suis dit, waouh, avec moi? Ok. Et ils étaient tous beaux, gentils, sympas. Bon, à part quelques-uns, il y a forcément des cons, hein. Mais, et c'est quand j'étais aux États-Unis que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais quand même une femme pas dégueulasse, quoi. Et en France, j'avais pas ressenti ça. Parce que l'acteur, il a pas forcément du désir pour toi. Il vient faire sa scène. L'actrice, la plupart du temps, elles sont ni homo ni bi. Les scènes lesbiennes, elles font avec, quoi. Donc avec forcément, leurs grands ongles, là. Ouais, franchement, c'est pas ouf, hein. Donc c'est vrai que dès que t'as le malheur de leur faire ressentir un petit peu quelque chose aux filles, ah non, on arrête, coupez. Parce que je vais quand même pas avoir un orgasme sur un tournage. Il y a beaucoup de filles à l'époque qui refusaient de jouir, notamment sur les scènes homosexuelles, parce qu'elles se sentaient pas homosexuelles. Et donc, il suffisait que tu broutes un peu trop bien, couper la scène, toi, t'es dégoûté, tu dis enfin, profite, quoi. Ferme-la, profite. Je suis à ta disposition, moi. Et c'est vrai que toute ma carrière en France, avant que je m'expatrie, ça a été un peu, j'étais un peu perdue, quoi. Est-ce qu'on m'aime? Est-ce qu'on m'aime pas? Est-ce que je fais vraiment bien mon travail? Pourquoi je suis jamais vraiment sur les covers des DVD? Pourquoi ça fait 5 ans et j'ai toujours pas eu la couve de haute vidéo, alors que la dernière Pimp-Boy, là, qui est arrivée il y a 6 mois, tout ça parce qu'elle ressemble un tout petit peu à Brigitte Bardot. J'étais un peu frustrée, ouais. C'était un peu. Puis dans ma vie privée, finalement, je rencontrais que des mecs qui, dès qu'ils apprenaient ce que je faisais, ils attendaient le Cirque du Soleil à la baraque, alors que non. En fait, non, j'ai pas trop envie. Donc c'est vrai que ça a été un peu. Et en arrivant aux États-Unis, mais j'étais peut-être plus âgée aussi, 2011. J'avais quel âge en 2011? 26 ans. Ouais, peut-être un peu plus. Un peu mieux dans mes baskets, un peu plus décidée, un peu plus... je sais pas. Mais bonasse. Je me suis sentie bonasse là-bas, clairement. Je suis rentrée avec beaucoup plus de confiance en moi. Je suis devenue super relou avec les producteurs et tout, quoi. Quand je suis rentrée aux États-Unis, c'était tu veux que je fasse ton film, c'est premier rôle ou rien. Ça suffit, quoi, d'être un second couteau qui se fait toutes les 10 pieds, mec. Ça va, quoi. Ah oui, double peiné, d'accord. J'ai pas le jargon. T'as pas le jargon?
Mais ça devait être très bizarre, parce que je pense qu'aux États-Unis, les actrices X sont beaucoup plus respectées qu'en France. Que c'est vraiment un milieu où il y a beaucoup d'argent, Et du coup, ça doit être très bizarre d'être une méga star, alors que c'est un truc où les gens sont toujours très réticents dans la vie et il doit y avoir une énorme différence de statut, un peu. Ah ben oui, c'est très bizarre. Parce que autant à Los Angeles, parce que ça se passait à Los Angeles, tout le monde connaît quelqu'un qui est dans l'industrie pour adultes. Ça ne pose aucun problème quand on me demande ce que tu fais de dire je suis dans l'industrie pour adultes. Acteur, actrice, caméraman, j'en sais rien, maquilleuse, il y en a qui font que ça. C'est normal, ça fait partie du paysage. Quand tu rentres en France, chaque fois qu'on me demande ce que tu fais, je suis dans l'industrie pour adultes, c'est beaucoup moins bien reçu. Alors que là-bas, on peut aller à des avant-premières, on peut aller à des concerts en étant invité dans les loges et tout ça. C'est quand même... C'est pas, il n'y a pas de différence finalement vraiment entre le cinéma et le cinéma pour adultes. Et du coup, en termes d'ego, ça doit être bizarre d'être professionnellement, de faire des trucs de ouf hyper reconnus. Et personnellement, les gens... C'est pas un job. Ouais. Ce que tu fais, c'est pas un travail. Et comment tu construis ton ego avec ce truc hyper... T'es complètement paumé. Parce que tu rentres chez toi, dans ta famille, tes proches, tes copains, bah t'es un peu une merde. T'es un peu la personne encore un peu paumée. Eux, ils ont des boulots, ils ont des CDI, le bon vieux CDI. Ils vont commencer à acheter des baraques, à penser à faire des mômes. Et il serait temps que tu construises ta vie, Émilie. Mais les gens, ils associent un peu le travail à un truc chiant, quoi. Ah, le travail au sens de l'effort, quoi. Le travail au sens de l'effort. Alors qu'aujourd'hui, le travail, c'est pas que l'effort. C'est aussi faire ce qu'on aime, quoi. En espérant en vivre, mais avant tout faire ce qu'on aime. Et trouver le bon compromis entre, c'est alimentaire, mais en même temps, c'est pas si relou. J'aime quand même y aller, il y a des bons côtés. Mais il y a 10 ans de ça, moi, quand j'étais encore actrice, c'était hyper difficile à faire entendre. Quand je rentrais à Bordeaux, j'étais la cassos de la bande, moi. Alors que dès que je prenais mon train, c'était bien. Et quand t'as arrêté le porno, t'as passé ton bac, t'es devenue infirmière. Ouais. Pourquoi infirmière ? Et en fait, à la base, quand j'ai arrêté le porno, donc je suis allée faire des ménages. Et de fil en aiguille, je suis devenue auxiliaire de vie. Et après, je suis devenue ce qu'on appelle en France faisant fonction aide-soignant dans les EHPAD. Donc, tu peux être aide-soignant sans diplôme. D'où nos problèmes, comme dans les homes en Belgique. Ou dans les homes en Belgique, il faut être diplômé. En France, c'est pas obligé. Okay. Et tellement il manque de gens. Ah, tellement il manque de gens. Ouais. T'as des coiffeuses qui viennent faire des 12 heures le week-end pour finir les fins de mois, quoi. C'est pas compliqué de faire une toilette. Bon. Et en fait, de là, je me suis dit, pourquoi pas me former, quoi. J'avais le sentiment de pas faire les choses vraiment très bien. Quand je voyais une ou deux diplômées qui venaient, elles avaient quand même des techniques, elles savaient communiquer avec les gens. Et moi, j'avais le sentiment que mes résidents, j'étais pas exactement ce qu'il leur fallait. Donc, j'ai passé le concours, j'ai fait l'école d'aide-soignante. Et en fait, pendant l'école d'aide-soignante, j'ai fait que des stages à l'hôpital. Et là, j'ai rencontré des infis. Et je me suis dit, mais leur job, il est ouf, quoi. Et dès que j'ai quitté l'école d'AS, j'ai passé mon bac et j'ai présenté mes concours pour l'école d'inf. Et voilà. Et j'ai été diplômée pendant le Covid. Et qu'est-ce que t'aimes là-dedans ? J'aime la relation à l'autre. Ok, il y a les soins techniques qui sont chouettes parce que t'es utile, parce que tu soignes, parce que tu stoppes la douleur. Mais il y a aussi le privilège d'accompagner ces gens dans des grands moments de vulnérabilité. Et moi, je l'ai surtout vécu pendant le Covid, du coup. Je me suis rendu compte pendant le Covid que hors Covid, nos patients souvent mouraient seuls dans leur chambre, la porte fermée. La plupart du temps, tu ouvres la porte d'une chambre, tu dis « Ah, il est décédé ». Et c'est pendant le Covid que j'ai percuté cette chose, c'est que nos patients mouraient toujours seuls. Et grâce au Covid, en fait, moi j'ai commencé en tout cas à vraiment être là, quoi, à être là jusqu'au bout, à être là parce que finalement on savait que la famille ne pourrait pas venir. Et en vrai, la famille est rarement là à l'instant T. Et donc, c'est pendant le Covid que j'ai développé tout ce côté humain. Alors, j'étais partie à l'école d'inf pour des responsabilités, des soins techniques, faire absolument de la réanimation, que des trucs de dingue, des grandes spécialités. Genre le syndrome du Superman de l'infirmière et de l'aide-soignante. Et en fait, pendant le Covid, j'ai découvert tout l'aspect humain, tout l'aspect éthique et déontologique. Tous ces moments où on est bien plus que celle qui va faire un bilan et poser une sonde nasogastrique, quoi. Et c'est ça que j'ai aimé. J'ai aimé pouvoir être là, quoi. Avoir ce privilège. Ok. Et est-ce que pour toi, il y a un parallèle entre les deux ou pas ? Parce que c'est quand même
prendre soin des gens dans les deux cas de manière très différente. Mais il y a quand même un truc... Ben, peut-être. En tout cas, moi, j'ai pas de problème avec pipi, caca, nudité, prépuce. Ma première toilette, j'y suis allée. Bon, c'est peut-être pas le physique... J'en ai vu d'autres. Voilà, c'est peut-être pas le physique de certaines grandes actrices, mamie, mais vous inquiétez pas. Je suis là. Ça va aller. Mais non, je sais pas quel est le parallèle. En tout cas, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'actrices qui viennent du soin, des nouvelles actrices, et il y a finalement beaucoup d'anciennes qui partent dans le soin et dans le social. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Je ne sais pas quoi. Mais il y a quelque chose, ouais. Maintenant, tu produis, tu réalises. Oui. D'ailleurs, tu produis parce que quand on t'a demandé qui allait produire le film que tu voulais réaliser, t'as dit moi. C'est ça. Et puis, t'as appelé ton comptable en mode on va devoir créer une boîte. Exactement. Quid? Ben ouais, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai amené ce scénario à Canal et il m'a fait venir 2 jours après. Il m'a dit, bah écoutez, on va l'acheter en préachat. Qui te produit? Et j'ai dit, moi. C'est sorti tout seul et j'ai monté une société en 48 heures. Voilà, boum bam bim, le greffe, le machin, les statuts, clac, société de prod. Et on a fait ce film, mais je pensais pas en faire d'autres en fait. Ah oui? Non, ce film-là me tenait à cœur parce que je l'avais écrit en fait il y a très longtemps et j'avais vraiment envie de le faire. Et en plus, j'avais rencontré une actrice, j'avais envie que ce soit elle et voilà, j'avais envie de le faire quoi. Bon, clairement, entre ce que j'avais imaginé quand je l'ai écrit, ce que j'ai eu sur le tournage et ce que j'ai finalement au montage, hein, on est dans une énorme dyslexie cinématographique. mais j'étais très contente. Et en fait, Canal m'a dit l'année d'après, bah vas-y, on recommence, écris-nous quelque chose. Et maintenant, j'en fais 2 par an. Donc, je suis contente. Et d'où ça part l'idée d'un film porno? Est-ce que c'est une scène? Est-ce que c'est une histoire? Est-ce que c'est une actrice? Ça dépend. Là, le dernier film qu'on a fait, ça s'appelle Ménage à 3 ou plus. Ça part d'un couple d'acteurs et d'actrices qui sont mariés depuis 10 ans, qui sont parents et qui sont en trouble depuis 1 an ou 2 là. Donc, ils vivent avec une autre femme qui va porter leur prochain enfant. D'ailleurs, il va aller se marier avec elle là-bas aux États-Unis. Ensuite, il se mariera avec la femme ailleurs. Enfin, je sais pas comment ils ont prévu. Ils vivent à 3, ils sont très heureux. Et donc, je suis partie de ce trouble. Je me suis dit, mais c'est what the fuck de vivre à 3, quoi. Et donc voilà, j'ai parlé d'un mariage qui n'allait pas bien et qui finalement ira beaucoup mieux s'il y a une 3e personne. Mais ça dépend. Il m'est arrivé de piquer des histoires à des potes. Genre, Frank Belloc avait fait un film avec Kev Adams où il est sex addict ou love addict, je sais plus c'était quoi. Et moi, j'en ai fait Love, etc. Je fais un peu la version cul, beaucoup plus débridée. Où j'ai pris quelques instants de son film et j'ai fait ça mieux. Évidemment, j'ai fait ça beaucoup mieux que lui. Et je voulais lui piquer là, le truc de Nouvel An là, dans l'ascenseur, mais j'ai pas trouvé d'ascenseur. T'as pas trouvé d'ascenseur? Un ascenseur dans lequel on peut faire des scènes de cul et tout ça, quoi. Un faux ascenseur, il faudrait un faux ascenseur idéalement. Ok. Et je cherche d'ailleurs une fausse cabine d'ascenseur à louer. Eh ben, pour tourner mon prochain film. Et c'est quoi pour toi un bon film porno? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu fais ce que toi t'auras envie de voir ou est-ce que pas du tout? Mais moi je consomme toujours pas. Hein. Toujours pas. Toujours pas. Parce que sinon, si tu te branles devant un film, tu penses au travail? Ouais, non, mais même en fait, je pense que parce que je connais un peu tout le monde dans les films, je sais exactement comment ils l'ont fait et l'amateur me branche pas du tout. Je trouve ça glauque, vraiment très glauque. Pourquoi? Bah parce que c'est fait dans de mauvaises conditions du coup. Donc ça me plaît pas non plus. Je sais pas. Je pense que si un joli couple de filles m'envoyait des vidéos perso, ça pourrait marcher. Mais mais sinon, moi c'est dans ma tête plus toute seule. C'était quoi la question de base? Je suis en train de réfléchir à comment je me masturbe, du coup, c'est quoi pour toi un bon film? Un bon film porno. Bah, j'ai envie de dire, pour moi, un bon film porno, c'est un truc actuel. Enfin, tu vois, genre un peu marre des meufs toujours en porte-jartel, même si elles jouent le rôle d'une boulangère, toujours avec des fossiles, même si elles sont, je sais pas, secrétaires, vraiment, vraiment caricaturées, où tout est tourné au cul. Ça me dérange un peu. Mes films sont absolument pas comme ça. Mais en même temps, du coup, mes films marchent pas très très bien. Tu vois, mon film précédent s'appelait Profession acteur-actrice. Déjà, on l'a mis en écriture inclusive avec l'accord de Canal+. C'était un peu leur idée. Et bon, clairement, ça a bloqué le consommateur, l'écriture inclusive. Ouais. Parce que ça a une vibe trop porno féministe. Ouais, je sais pas, trop gaucho de la branlette.
Je sais pas, ça n'a pas plu à l'homme blanc de 52 ans et demi qui est le consommateur de Canal. Ouais. Et donc l'idée c'était d'aller dans une agence d'acteurs et d'actrices X et plus de les filmer dans leur vie quand ils viennent chercher leur contrat, quand ils baisent avec leurs femmes, quand ils baisent hors plateau. Je voulais pas montrer une scène de cul d'un tournage, mais montrer un peu la vraie vie de ces gens-là. Donc c'est plus docu-fiction. Et en fait, je crois qu'ils aiment pas qu'on leur parle de porno, clairement. Quand ils regardent un porno, ils veulent du fantasme. Ouais, sinon ils se voient en train de se branler plutôt que de voir peut-être que mon prochain film ce sera finalement Les Hôtesses de l'air, je ne sais pas. J'ai pas encore fait les métiers, tout ça, ça me branche pas trop. Pour moi, un bon film, c'est la vraie vie, quoi. C'est la sexualité des uns et des autres, montrée telle qu'elle est. C'est pas des positions extravagantes pour qu'on voit tout. C'est qu'on me reproche des fois, on dit, t'as fait tout un film, il y a pas une seule sodomie, Émilie. Oui, bah écoute, ça ne s'y est pas prêté. Oui, mais quand même, il aurait fallu au moins une sodomie. Bon, bah, ok, j'y penserai pour la prochaine fois. Je laisse mes acteurs et actrices kiffer un peu, quoi, et je leur demande de pas me faire genre les grosses trucs face cam, pattes écartées, talons aiguilles. J'ai pas envie de filmer ça. Ça doit être... Déjà, quand t'es réalisateur dans le cinéma traditionnel, t'as intérêt à connecter très fort avec tes comédiens. Dans le porno, ça doit être hyper intense. Tu passes beaucoup de temps avec eux, ou est-ce que j'ai l'impression que quand vous partez en tournage au fin fond de la France, c'est genre une colo, quoi? C'est une colo. Clairement, c'est une colo. Et je pense que plus on s'amuse, plus on est tranquille. En gros, il y a à manger, chacun est bien logé. Plus on leur propose des bonnes conditions de vie, plus ils sont contents de faire des belles scènes et de se laisser aller. J'étais hyper contente sur mon dernier tournage. J'ai tous les garçons qui ont fait leur scène naturellement. Donc, ils se sont absolument pas aidés de substances médicamenteuses. Et ça, c'est un gros fléau dans le porno depuis genre 2017. Moi, quand j'étais actrice, il n'y a jamais eu ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu vraiment un fléau. Ils utilisent des substances qui sont interdites. Et je leur demande de ne pas s'en servir sur mes tournages dans la mesure du possible, en leur garantissant tout le temps nécessaire, en discutant du choix de l'actrice en amont, de la situation qu'on va mettre en place pour que ça leur parle et tout ça. Et on a pu avoir quasiment 7 scènes sur 10 naturelles. Et je me dis, bah ça, c'est parce que voilà, ils étaient bien, quoi. Ils se sont sentis à l'aise, ils se sont sentis libérés psychologiquement pour pouvoir se focus sur quelque chose qui leur plaisait et vraiment faire leur scène comme doivent le faire un acteur et une actrice X depuis toujours, normalement. C'est un milieu qui est assez, je pense, difficile à promouvoir, dans le sens où tu peux rien montrer de manière trop explicite sur les réseaux, donc tu peux pas les sneak peek et tout. Tu disais TikTok, c'est autorisé de mettre... Alors moi j'ai TikTok depuis hier. J'ai vu. Parce qu'il y a trop de faux comptes. Il y a trop de faux comptes. Okay. Et puis même les médias, ils identifient des faux comptes. Donc c'est bon, c'est trop. Là c'est trop, ça y est, j'y vais. Je vais sûrement jamais faire de trucs dessus, mais au moins pour avoir un vrai compte. Effectivement, on peut difficilement promouvoir nos produits, mais comme c'est le cas de toutes les créatrices de contenu qui sont sur OnlyFans, sur Mime, on a la capacité de vendre quelque chose qu'on ne montrera jamais. Et on fait ça très bien. Parce qu'au final, je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Il y a encore énormément de gens très cérébraux qui sont capables de beaucoup d'imagination. Et quand on leur en montre un tout petit peu, ils sont dans la mesure de se dire « Ah, il y a un truc intéressant ». Et c'est finalement, on est très bon en commerce. On est très bon. Ah bah, peut-être pas ma boîte, parce qu'encore une fois, on est vraiment très nuls. Mais en fait, on est nuls en VOD. On est bon sur Canal, mais on est nuls en VOD. Genre les gens, s'ils l'ont pas vu le samedi soir, ils iront pas le chercher. Ouais, je sais pas comment ça se fait. Mais mes covers aussi, je cherche. Dernière fois, j'ai juste mis un énorme clitoris en cover et j'ai appelé le film Sex Therapy. Et ils m'ont dit, mais si tu mets pas une fille, au moins une fille. J'ai dit, mais j'ai pas envie de mettre une fille. C'est une fille. Ouais. Et là, je voulais mettre les fesses d'un homme avec les mains de fille dessus. On m'a dit, tu peux pas mettre les fesses d'un garçon. Ah, ça vend pas, ça? Ça vend pas, les fesses d'un garçon. C'est comme une femme de couleur. On va me récuser la jaquette assez rapidement. Ah, ça va pas vendre. Du coup, bah, je vends pas beaucoup. Et est-ce que c'est comme dans à peu près, je pense, tous les autres domaines, maintenant, c'est genre priorité au format hyper court? Ou est-ce que ça, justement, maintenant, ça redevient... Ah, nous, on est illimité. Je peux livrer un film de 3 heures, si je veux. Mais à qui regarde jusqu'au bout? Mais personne. Puis surtout, avec le budget qu'on m'octroie, mon ami. C'est quoi le budget d'un film X? Un long métrage? Canal achète le film, c'est pas un secret du tout. Je crois que c'est 37 000. Bah oui. Ah ouais, c'est terrible. Et ouais. Après, j'ai un petit préachat BETV aussi.
BTV en Belgique? Mais oui. Ok. Vous pouvez retrouver mes films sur BTV. Et il y a Dorcel aussi qui ensuite est mon distributeur, puisque j'estime que c'est les seuls aujourd'hui qui bloquent vraiment l'accès de la pornographie aux mineurs. Donc c'est les seuls à qui je donne mes films en diffusion. Mais ouais, au moment du tournage, j'ai pas tout. Je dois avoir 35 000 € pour tourner un film qui doit faire au moins 2 heures. Et oui, en ne négociant jamais le tarif des actrices et des acteurs. Jamais. C'est strictement interdit. C'est interdit, toi, éthiquement ou moi, par éthiquement. la loi? Okay. Moi, il n'y a pas de loi. Quelle loi? La loi pas, de qui? T'as vu passer une loi avait... porno, toi? On aimerait bien. Justement, t'avais proposé... Enfin, J'ai fait la charte déontologique qui promeut de bonnes pratiques, mais qui n'est pas contraignante. Ah oui, d'accord. Donc, il y a des diffuseurs qui l'ont intégré à leur contrat. Donc, à peu près, une certaine partie de la charte déontologique sont maintenant dans le contrat Canal+. Donc, si on veut que son film passe sur Canal, il faut répondre à ces exigences-là en termes de tournage. Dorcel a même été plus loin, ils ont été encore plus drastiques, mais ça part de la charte déontologique aussi. Donc, ça bouge un petit peu, mais en soi, on fait quand même un peu ce qu'on veut. Si on veut, on fait ce qu'on veut. Si on veut diffuser tout seul, tourner tout seul, et pas mettre de capote, et pas demander les tests, et pas faire signer de contrat, et pas demander de pièces d'identité, au final, on fait quoi? On balance son film sur un tube. Un tube, c'est un site gratuit. Les sites ouais. gratuits. Et on vit de la pub, on vit du clic. C'est rentable, la pub? Aucune idée, moi je fais pas ça. Okay. T'as jamais fait ça? Non. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même plein de tes vidéos qui se retrouvent sur des sites comme ça. Plein, trop. Et du coup, toi, tu touches rien là-dessus? Absolument rien. Il y a pas longtemps, on faisait le compte, je préparais une conférence, et j'ai plus de 5,5 milliards de vues sur ces pages-là. C'est plus qu'Avatar. Ça rend ouf ou pas? Moi, je veux 10 centimes à chaque fois. Ah, waouh! Juste 10 centimes. Et le pire, c'est que c'est des bouts de scène, avec des titres, des fois, mais genre au secours. Et des trucs, ils m'ont découpé. Moi, je suis gros sein, gros cul, French girl. J'ai dit, mais les gars, moi, mettez mon blaze. Lisa Del Sierra, tu vois, ça serait cool. Juste, tu vois. Petit pied aussi, des fois, je suis. J'avoue, t'as des méga petits pieds. Mais non, tout ça c'est volé, tout ça c'est ripé. Et donc c'est d'autres gens qui touchent la pub. Ah waouh, c'est ceux qui l'ont posté. Il y a zéro protection des auteurs. Rien, rien du tout. J'ai assigné je ne sais combien de fois les plus grandes plateformes via mon avocat pour dire retirez mes contenus. Et ils me répondent créez-vous un profil, on vous les rebalance. Et c'est vous qui toucherez. Mais en fait, je veux pas être sur les tubes parce que vous ne respectez pas la loi. En tout cas, sur le territoire français, il suffit de dire je suis majeur pour rentrer. C'est nul, en fait. Moi, j'ai pas envie d'être visionnée gratuitement par des enfants. J'ai pas envie. Donc, juste supprimez-moi, quoi. Et non, j'y suis toujours. Malheureusement. Ok. Tu disais, personne ne regarde jusqu'à la fin des films longs. Pourquoi vous les faites? Si, nos programmateurs. Ils regardent, nos diffuseurs. Pourquoi on les fait? On les fait parce que c'est un peu ce qu'on nous demande, parce que le film va resservir. Je parle en termes de consommation. Le mec qui va le regarder le samedi soir sur Canal, peut-être qu'à la première ou à la deuxième scène, il a eu son coït et c'est super. Il va prendre sa douche, il va manger un morceau, j'en sais rien, et il se remet devant son écran. Et il va regarder peut-être la fin du film où il y a une autre scène, il va se refaire plaisir avant d'aller se coucher. Ou le mec qui l'a acheté en VOD, il peut visionner une scène par une scène par une scène. Il y en a au moins 7 ou 8. Donc c'est lui qui se fait du gonzo, il regarde pas vraiment l'histoire, tu vois, mais il y a 7 ou 8 scènes pour servir à différents moments de la journée. En vrai, je sais pas. En vrai, je dis ça, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi ils nous demandent 3 heures de film. Mais... c'est une demande de leur part. Ah oui, enfin, Canal demande pas 3 heures. Canal ne met plus de limite. Il y a plus de limite de temps. Par contre, Dorcel, clairement, plus c'est long, mieux c'est. Ils font des films de 3 heures, 3 heures et demie, mais je pense que c'est parce qu'ils font du payant. C'est ça aussi, ils vendent du porno payant. Le mec achète son film. Ouais, donc il faut que ce soit... Il veut pas acheter un film d'une heure et demie. Vas-y, il veut un vrai truc, quoi. Ça coûte un abonnement Netflix, le bordel. T'as déjà pensé à faire des dingueries? Genre, tu fais le film début classique et tout, et puis à la fin, vu que tu pars du principe que personne ne regarde, tu fais des trucs fous. Alors, tu mets des dragons et tout. Non, alors, pas à ce point-là. Mais on voulait faire un film à une époque où à la fin ça tourne en film d'horreur, parce que les films d'horreur porno ça marche pas du tout. Ah ouais? Ouais, ça marche pas du tout. Et on s'était dit vas-y on fait le film, et au bout d'1 heure et demie,
ça part un peu en vrille, genre changement d'ambiance, et c'est nimp, tu vois. Et bon, Canal n'en a pas voulu, parce que je suis obligée de leur dire quand même, ils me l'achètent, tu vois. Il y a des gens qui vont le voir avant qu'il soit diffusé. Ils vont me dire, meuf. Bah, tant mieux, d'un côté. Ça va pas. Oui, tant mieux, parce que j'ai eu des erreurs d'export où, à 48 heures de la diffusion télé, il faut que je rappelle mon labo à Marseille. Dis-moi, tu peux refaire un export? J'ai mon prêt à diffuser qui déconne. Ah ouais. T'as le son d'une autre scène, genre elle est en train de le sucer et t'entends le mec qui hurle, mais non, mais c'est pas possible! Parce qu'à la fin, elle tue quelqu'un devant lui et puis il arrive en pleurs, mais qu'est-ce que t'as fait? Alors qu'elle est en train de sucer. C'est vraiment un tout autre film, du coup. Elle est en train de sucer, t'entends le mec qui gueule. Et c'est Lélé, la présentatrice du Journal du Hard en France, qui a vu le film 48 heures avant qu'il passe et qui m'envoie une story où elle filme ça et elle est morte de rire. Elle me dit, je crois pas que ce soit fait exprès. Genre l'horreur, il a fallu que je rappelle le labo et tout, c'était horrible. J'ai pas dormi pendant 2 jours. Est-ce que je vais être diffusée ou pas? Donc si jamais je faisais un délire... Par contre, on s'amuse en fin de film à faire des faux raccords. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Bah parce que ça nous amuse, parce qu'on se dit que personne les verra et que voilà. Par contre, il y a des raccords qui ont été cramés par Canal qui sont même pas des faux raccords de notre part. Ouais. Genre le mec, en fait, on fait une scène dans une cave à vin. J'avais fait tout un film sur les vignerons. Une cave à vin, le nombre ou une cave à vin, la bouteille? La bouteille. Ok. Une cave à vin. Bah, Titre. Non, en fait, on tournait dans un château, une histoire d'otage, machin, bref. Et on fait cette scène au milieu de toutes ces bouteilles de vin. Et au milieu de la scène, bon, il me casse une taille, mais genre un Saint-Thème des années. Je dis, putain, le proprio va nous buter. Bon, on nettoie tout, on finit la scène quand même. Et l'acteur avait remis sa chemise. Il n'avait pas mis son slip, mais il avait mis sa chemise pour aider à éponger. Et donc, il épongeait nu avec sa chemise et il reprend sa scène avec sa chemise. Sauf qu'il l'avait enlevée, en fait, avant. Ah ouais. Et personne n'a cramé parce qu'on était complètement... on n'est pas 25, on n'a pas de script. Voilà, on est le son, les 2 caméras, moi, le photographe. On est 5 sur le set. Et encore, le photographe, en général, il rentre après. Donc, on est 4, quoi. Et personne n'a cramé cette putain de chemise. Et Canal m'a dit, quand même, c'est du boulot de merde, cette chemise... Et j'ai envie de dire, en fait, on a cassé une bouteille à 5000 balles au milieu. Du coup, ta chemise, comment te dire? C'est pas grave. Mais bon. Mais des fois, on fait ça. Ouais. On met des petites erreurs à la fin. Une valise qui change de couleur. Des petits trucs comme ça. Rétro fermé, rétro ouvert, on s'amuse. Tu fais quoi, une comédie? Mais j'en ai fait plein, des comédies. Genre avec des blagues fort. Alors, avec des blagues fort. Des blagues qui souvent tombent à l'eau, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de monde qui sait vraiment jouer la comédie. Mais si, j'ai fait des comédies. Faudrait que je t'envoie mes films. Je n'ai pas tout vu, parce que t'as tourné genre dans 800 films. Ah, mais pas ceux que j'ai fait en tant qu'actrice. Ah oui, là, il y en a une tu parles de mes réalisations. Là, des réals, du coup, ouais. Mais les réals, j'ai fait des trucs un peu drôles. Peut-être que ça ne fait rire que moi. Ça, c'est fort possible. Ça, c'est possible. Par contre, en tant qu'actrice, j'ai fait beaucoup de comédies. Ah ouais? Ah oui. Parce que c'est ce que tu dégages, un truc un peu gaulerie, bonne ambi. Je sais pas, mais en tout cas, parce qu'à une époque, c'est ce qui marchait. J'ai fait Desperate Sexwife, où c'était vraiment la parodie drôle de Desperate Housewife. C'était laquelle? Je sais plus, putain. Je sais plus laquelle j'étais. Mais j'étais la gauche. Donc je cassais tout, quoi. Ah, Suzanne. Ah, peut-être c'était ça. Moi, genre, il me nique, je lui casse la tub, je devais le blesser et tout. Enfin, c'était vraiment drôle. Vraiment, c'était drôle. C'était un drôle de truc. J'ai fait Austin Power XXX. Ça, c'est drôle. En tant qu'actrice. Écris-moi des vannes de cul, des vannes de films de cul. Moi, je suis trop chaude. On coécrit un film de cul drôle. Trop chaude. Il faut le signer, faut l'assumer. Moi, je suis chaude. Vas-y. Si c'est fait avec toi et que je sais que tout le monde est dans des conditions tout le monde sera bien, t'inquiète pas. Moi, je suis trop chaude. J'y veille personnellement. Ok. Ça a foutu tu disais tantôt, ça a foutu le bordel dans tes relations au début quand t'as commencé le porno. Tu prends ton air méchante comme ça. Mais pas du tout, je prends mon air plus sérieux. D'accord. Ok. Ça a foutu le bordel parce que j'étais quand même une jeune femme qui se cherchait dans la vie personnelle. Quand on a 20 ans, on peut faire des erreurs de jugement et rencontrer des garçons qui sont pas les bons ou des filles qui sont pas les bonnes. Et je me cherchais comme tout un chacun, sauf qu'on attendait de moi que je sois déjà à fond, quoi. Parce que je faisais des films X, donc ça va, tu vas pas chipoter. Tu couches le premier soir, tu te fais enculer, tu fais tout, mais alors que pas du tout, quoi. Mais alors pas du tout. Et du coup, pendant un certain temps, j'ai été quand même très abîmée par les gens
parce qu'ils attendaient de moi, alors qui était en total décalage avec la fille de mon âge que j'étais, classique, qui débute dans la vie affective et amoureuse, et dont on attendait surtout une vie sexuelle, quoi. Et est-ce que c'était compliqué uniquement pour les autres ou pour toi aussi de savoir où étaient les limites, où étaient... Alors, moi, j'ai jamais vraiment su où étaient mes limites. Mais pour les autres, oui, compliqué. Parce qu'en fait, ils savent, ça brouille leur grille de lecture. Je l'aime bien quand même, mais je peux absolument pas me mettre en couple avec elle. Que vont dire mes potes, ma famille, ou alors, je les ken et finalement, elle est plutôt sympa. J'aurais bien voulu la revoir, mais j'ai fait de la merde parce que je l'ai ken et j'ai disparu ou je me suis mal comportée et j'ai 1000 exemples, pas 1000, mais quand même pas mal, exemples en tête surtout de garçons, parce que je pense que les nanas sont beaucoup plus au clair quand elles doutent, elles le disent, quoi. Elles sont assez franches. Je pense à une meuf que j'ai fréquentée, elle savait pas où ça allait aller, mais elle me l'a dit. Elle m'a dit, voilà, moi, avec ton métier, je sais pas, quoi. T'es vachement absente, tout le monde projette vachement de trucs sur toi, on me pose déjà plein de questions, alors tranquille, quoi. On se voit, c'est chouette, voilà, on se promet rien, on a parlé d'exclusivité au bout d'un certain temps, et voilà, ça s'est fait tranquillement, quoi. Alors qu'un mec, c'est assez immédiat, quoi, hein. C'est très... Voilà, faut te mettre dans une case tout de suite, machin. Si par malheur tu débordes de ta case, ils savent plus où ils habitent. Donc c'est un peu compliqué. Et puis il y a ceux qui juste sont des cons, mais qui sont des cons avec tout le monde, que tu sois actrice ou pas. S'ils peuvent profiter, entre guillemets, d'une nénette qui a un peu le cœur entre les cuisses, ils y vont, quoi. Quitte à blesser derrière et à nous voler du temps de vie. Bon, mais je pense que ça, c'est toutes les nanas, quoi. Et est-ce que même hors des relations amoureuses, j'ai l'impression que ça doit quand même biaiser vachement les relations, parce que les gens, j'imagine que les gens sont intimidés, savent pas exactement comment t'aborder, non? Même juste en mode ah vas-y, c'est chouette, vas-y, on discute, machin. Et ils sont pas... Ça n'arrive pas. Non, c'est rare. Même quand les gens savent ce que j'ai pu faire dans ma vie, ou le fait que maintenant je réalise, ou que je sois militante, pro-éthique, tout ça, ils vont pas forcément aborder le sujet avec moi, ou vouloir en parler, parce qu'ils maîtrisent rien de ce que je fais, en fait. Ils savent pas, en fait. Ils vont pas arriver en disant du coup j'ai vu là il y a eu un rapport au comité égalité homme-femme, mais c'est pas possible, mais c'est quoi, c'est féministe. Ils savent pas. C'est pas un milieu qui est assez exposé grand public. Si tu cherches pas, t'as pas les infos. C'est ça. Au pire, ils m'ont vu sur Brut dire le porno, faites attention, les enfants, le machin. Donc bon, mais ils auront pas de matière en fait pour engager la conversation, donc ça crée toujours une petite distance un peu froide, mais en même temps pas si froide parce que ils m'ont quand même vu à poil. Bah oui. Donc c'est un peu bizarre, mais de manière générale, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est mon âge? Est-ce que c'est le fait que j'en ai absolument plus rien à faire de ce qu'on peut penser de moi, de ce qu'on peut dire de moi? Moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir réussi ma vie. Je suis heureuse professionnellement. J'adore mes enfants. Je suis dans le kiff le plus total. Et du coup, c'est vraiment passé au second plan. Et peut-être qu'avant, en fait, comme j'avais que le regard des autres comme pour faire mon identité, je souffrais des jugements, je souffrais du fait qu'on me considère comme une personne de seconde zone. Mais alors aujourd'hui... Comment le porno a fait changer ton rapport à ton corps? Eh bien, le porno, autant dire que pendant longtemps, le porno m'a fait douter beaucoup de mes qualités esthétiques. Parce que c'est pas parce que t'es actrice que t'es belle, hein. T'es actrice parce que potentiellement des gens vont fantasmer sur toi et que t'es en mesure de le faire et que tu te débrouilles pas trop mal. Les actrices sont pas forcément belles de prime abord, hein. Moi je suis pas belle de prime abord. Quand je rentre dans une pièce on fait pas waouh, ou je suis pas non plus ça va, quoi. Mais donc ça m'a fait beaucoup douter, surtout que j'ai eu une énorme remarque sur mon tout premier tournage où le réalisateur a dit on va lui couvrir les seins parce que là ça se casse la gueule, tu vas les refaire si tu veux continuer, non? J'avais 18 ans, quoi. Wow. Et ouais. Et pour la petite histoire, j'étais quand même très potelée quand j'étais jeune. Et c'est suite à une énorme perte de poids à l'adolescence que oui, j'avais les seins qui tombaient un petit peu. Donc j'avais déjà un vécu avec mon corps qui était pas fastoche, quoi.
Donc ça m'a mis une claque dans la gueule. Et puis on a passé des années à me dire que j'avais un gros cul en France. Et il a fallu que je parte aux États-Unis pour qu'on me dise « Tu pourrais pas l'avoir un peu plus gros ?» Là, je me suis dit « Mais en vrai, qu'est-ce que je les emmerde, quoi ?» Merci Kim Kardashian, je trouve son truc complètement déconnecté du mien, mais elle a bien fait une chose pour moi, c'est que finalement, mon gros cul, il était pas si mal. Ben oui. Est-ce que ça a toujours été clair pour toi de mettre le sexe à la bonne place dans la vie ? Tu vois, c'est compliqué. Déjà, quand on fait pas de porno, c'est compliqué de savoir des fois, de confondre le désir et l'amour, de confondre les fois où tu penses que t'as de la libido et en fait, c'est juste que t'as envie d'être aimé, d'être désiré. Est-ce que toi, ça a brouillé les pistes ou ça t'a aidé justement de faire du X ? Eh bien, je pense que ça m'a aidé dans le sens où ça a quand même... ça m'a aidé à m'affirmer. Donc, je me suis cherchée moins longtemps peut-être et que d'autres jeunes femmes parce que j'étais au contact de personnes très épanouies, très sûres d'elles, avec une sexualité palpable, dont ils savaient parler, qu'ils maîtrisaient et qui se voulaient toujours en pleine évolution. Alors que je pense que si j'avais été juste une petite bordelaise lambda, j'aurais peut-être mis des années et des années à me dire en vrai ça peut bouger, ma sexualité peut évoluer, peut être différente et je peux être attirée par toutes sortes de gens et en fait je peux aussi être attirée. Je suis pas simplement c'est pas juste je me fais draguer par un mec, au bout d'un ou deux rendez-vous je vais lui faire une fellation et probablement qu'on va passer à l'acte et puis on va se mettre en couple et puis à un moment donné je vais me rendre compte qu'en fait c'est nul, qu'il me respecte pas et puis je vais passer à autre chose. Ça c'était quand même le schéma typique de toutes mes copines à l'époque, alors que moi étant dans la pornographie la sexualité n'était pas une relation en soi. C'est pas parce que je vais coucher avec toi que tu es important pour moi ou que tu as une place quelconque dans ma vie. Parce que pour moi, le sexe, c'est du divertissement. Ça n'a rien de personnel. Et donc, ça m'a quand même drôlement mise à l'abri de pas mal de trucs. Mais en même temps, ça m'a aussi fait passer à côté de beaucoup de choses que j'ai eues sur le tard. La fameuse intimité exclusive qui est arrivée... quasiment à 30 ans, où je me suis dit, là, en fait, je n'ai envie que de cette personne et donc je n'aurai d'intimité qu'avec cette personne. Et j'ai découvert ce que c'était que l'intimité, d'ailleurs. Pour moi, vraiment, les relations sexuelles, c'est comme aller en boîte, quoi. C'est un moment très cool qu'on partage avec le plus de gens possible. Et c'est génial. Et si tu comprends pas ça, t'es juste un gros con et puis tu bouges, quoi. Mmh. Est-ce que... il y a des moments dans ta vie où tu as eu moins de libido et tu t'es dit que ça allait poser problème, du coup, vu que c'était ton métier ? En fait, j'ai jamais associé la libido au tournage parce que je vais faire mon travail. Ah ouais. Et que l'appétit vient en mangeant la plupart du temps. C'est vrai. Je peux arriver sur un plateau pas du tout dans le truc. Et en fait, ça se passe méga bien et je fais une de mes meilleures scènes et j'ai pris beaucoup de plaisir. Comme je peux arriver sur un plateau, remonter à bloc, c'est un acteur que j'adore, on s'entend trop bien. On adore se retrouver tous les deux et ce jour-là, ça le fait pas et on passe une journée un peu moyenne, on a juste fait notre job. C'est vraiment pas libido dépendant. Okay. Mais par contre, oui, moi j'ai eu une période, mais pas du tout pendant ma carrière. C'est récent, c'est le postpartum, quoi. Moi, c'est ma première vraie période sans libido de ma life. Je me suis toujours, même si j'ai pas de partenaire, beaucoup masturbée, beaucoup fantasmée et en vrai, j'ai toujours des partenaires. Je suis incapable de me passer de sexe. Mais là, flop, quoi. Rien. Nada. Aucune envie. Et ça t'a fait quoi ? Parce que ça a quand même été une grande partie de ta vie. Rien à faire. Pas du tout important. Et je ne supportais pas qu'ils viennent me ragacer avec ça. Oui, mais quand même, notre vie privée. Oui, mais en fait, je t'explique, je suis crevée. Ma priorité, c'est ça. Et le sexe est passé au millième plan de ma vie. Genre, rien à faire. Non nécessaire. Bouge. Ouais. C'est pas ça. En plus, j'ai même dit des choses qui, genre, improbables. Ça peut absolument pas être le curseur d'une relation. Parce que je ne supportais pas la pression qu'on me mettait. Mais ouais, non, en fait, zéro envie, quoi. C'est pas encore vraiment revenu, en fait. Mais ça va venir. J'ai l'impression que c'est pas un milieu où les gens, ils aient envie que t'aimes ton travail. J'ai l'impression que c'est un milieu où si tu dis que... En fait, les gens, ils préfèrent voir les actrices porno comme des victimes, j'ai l'impression, qui font ça... Ouais, faut regretter.
Le titre de film du livre de Katsuni, c'était Ne dis pas que tu as aimé ça. Ou ne dis pas que c'était bon, ou un truc dans le genre. Ne là. dis pas que tu aimes ça, je pense. Ouais, ne dis pas que tu aimes ça. Parce que c'est pas envisageable, c'est pas moral. C'est plus facile d'être je pense que c'est plus facile d'être une repentie, qui a fait ça parce qu'elle avait pas le choix, qui a pas vraiment aimé. Tu vois, ce discours-là est tout à fait entendable. Mais dire, ah ben non, c'était génial. Écoutez, quel est le problème? C'est plus dur, déjà. C'est quoi que t'aimais, toi, le plus? Ce que j'aimais le plus, c'est que moi, en fait, de ma life, j'ai pas eu de patron, quoi. La relation que j'avais avec mon agent, c'était pas mon patron, c'est lui qui bossait pour moi. C'est le principe même de l'agent, quoi. Donc ouais, moi, c'était ça, quoi. J'ai pas de boss. J'ai toujours géré mon truc, moi. Non, je veux prendre ce tournage-là, je le prends. Je veux pas prendre celui-là, je le prends pas. Et l'avion à telle heure, bam, boum, mon taxi, ma valise, tac, 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 je vais faire mes tests, pouc. Moi, j'aimais bien. J'aimais bien ce côté indépendant. Et en même temps, il faut quand même avoir un agent. J'ai l'impression que tout était très à l'instinct, à vas-y, on fait les choses, nanana. Tu penses que t'aurais fait quoi dans la vie si t'avais pas eu cet instinct? Putain, j'aurais peut-être tourné pour Jackie et Michel, t'imagines? Non, je sais pas ce que j'aurais fait. Oh là là. J'aurais peut-être été actrice dans des vrais films. Non, j'aurais pas supporté. Pourquoi? Ah, vous êtes long dans les vrais films. Pour tourner 1 minute utile, là, il vous faut 5 jours. C'est pas possible, ça. C'est très long. Hein. Pourquoi tu le fais pas maintenant? Devenir actrice? Ouais. Oh, parce que maintenant, je veux dire, je suis tellement, je suis reconnaissable. Le réalisateur, il me met dans son film, on va lui en parler, quoi. Oui, mais t'as quand même fait... Enfin, j'ai l'impression que t'as quand même fait pas mal de choses à côté du porno. Oui. Enfin, t'es crédible dans énormément d'autres choses, quoi. Oui, je fais de la musique. Ouais, d'ailleurs, les vidéos à Bercy avec Orelsan et tout, c'est trop marrant. C'était trop bien. C'était à fond, c'était trop cool. C'était trop bien. C'était ouf. Ils ont bien fait de m'en parler vraiment peu de jours avant parce que je pense que j'aurais pas dormi pendant des mois et des mois et des mois. Ouais, j'ai réalisé quelques clips aussi de musique. J'ai tourné dans 1 ou 2 clips. Je pense que ça me plairait de jouer, mais en fait, les quelques fois où on m'a proposé des choses au cinéma, enfin, j'étais plus jeune, c'était toujours la meuf à poil. C'était on va tourner dans un sex shop, on va faire. Et en vrai, ça me gavait, quoi. J'avais pas envie. En fait, si tu veux faire tourner une actrice de cul, sois malin. Propose-lui autre chose, quoi, tu vois. Ça, elle le fait tous les jours, mon gars. Et ouais, peut-être. Du théâtre, pourquoi pas. Mais ouais, des trucs où c'est moi qui me gère, tu vois. Où il y a que moi qui me contraint. T'aimerais jouer quoi comme rôle? J'aimerais jouer quoi comme rôle? En vrai, c'est rigolo parce qu'il y a 2 jours, j'ai vu la bande-annonce du film sur Florence Artaud. Moi, je veux jouer une femme qui défonce tout le monde, quoi. C'est horrible de dire une femme qui a des couilles, parce que c'est la pire expression au monde, je trouve. Mais, ouais, une femme qui a marqué l'histoire, ouais, Simone Veil, pourquoi pas. Je pourrais jouer Marlène Schiappa dans les films sur Macron. Écoute, je peux prendre un air niais, hein. C'est pas compliqué. Et moi aussi, j'ai fait la couve de Playboy. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que l'épisode vous a plu. Dans la description, je glisse plusieurs liens où suivre Lisa Del Sierra et retrouver ses films. Je mets aussi quelques autres liens où me suivre moi sur les réseaux, @FannyRuet sur Facebook, Twitter, Instagram. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne rien rater des prochains épisodes. Des bisous. Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le fabuleux, l'incroyable Maxime Wathieu.